Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Naufel Benfa, PDG de Arade Capital. Bonjour Naufel. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous poser des questions et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'activité de la foncière pour 2021. Merci à vous, plaisir partagé. Alors, Arade Capital, il faut le rappeler, c'est une jeune entreprise en bourse, à la bourse de Casablanca, avec 2 ans de vie sur le marché boursier marocain. Et donc cet exercice-là de communication avec le public reste important pour nous, médias, mais également pour vous, émetteurs, pour communiquer sur vos activités. On va parler aujourd'hui de vos réalisations en 2021, mais également de vos perspectives, des défis à relever pour la foncière à court et moyen terme, surtout dans un contexte que l'on connaît aujourd'hui. Alors peut-être pour démarrer, Naufel Benfa, vous posez une question sur l'activité de Arade Capital en 2021. Brièvement, comment se sont comportés vos indicateurs? 2021, une année toujours marquée par la pandémie et marquée par la difficulté d'activité, comme vous le savez. Une belle, on va dire, réalisation pays d'abord d'un point de vue vaccination et campagne vaccinale qui a beaucoup aidé l'activité sur les centres commerciaux, sur les galeries commerciales. Et nous avons eu un vrai retour, on va dire, de la clientèle. Nous étions à un niveau global sur toute l'année d'activité de 85% du niveau de 2019, ce qui est très encourageant. Vers la fin de l'année, vers les derniers trimestres un peu plus, bon, il y a eu un petit passage, on va dire, de fermeture de frontières et aussi de la vague Omicron qui a peut-être impacté plus le début d'année 2022 que la fin de l'année 2021, mais qui a eu un petit impact aussi. Mais généralement, une année où je pense notre business model a aussi fait des preuves de résilience. Il a démontré un peu sa capacité à dépasser ce stress, on va dire, sur que ce soit la consommation au Maroc ou bien sur la fréquentation. Les chiffres sont en croissance par rapport à 2019, je pense. C'est ça ce qui est plus important à garder en tête, c'est que cette croissance, c'est quelque chose que nous avons construit à travers, bien entendu, le travail d'investissement que nous avons déclenché. Dans notre métier, c'est important parce que généralement, le fruit et le résultat de notre travail viennent 2 à 3 années plus tard que l'effort. Et donc, si on voit aujourd'hui les résultats de 2021, ils sont marqués par les efforts de 2018 et de 2019 en termes de prospection de foncier, en termes de préparation des actifs, réalisation, commercialisation et puis ouverture. Donc, c'est un peu ce qui a fait que nous avons un vrai jump ou bien une vraie croissance entre 2019 et 2021 et aussi bien entendu entre 2020 et 2021. Alors, par rapport à votre business plan présenté au moment de l'IPO, vous faites mieux que prévu, n'est-ce pas? Absolument, parce que justement le profil d'investissement sur lequel nous sommes allés est un profil mixte entre acquisition d'actifs opérationnels qui n'étaient pas prévus dans le business plan et notamment avec l'opération de l'OPCI que nous avons acquis, mais aussi une accélération du pipeline en termes de leasing. Et donc, l'effet ciseau des deux a fait qu'effectivement, nous sommes supérieurs à ce que nous avions prévu. Si vous permettez, moi, à ce stade, je dirais 2 ans plus tard, on est presque au point où on doit oublier ce business plan et on doit en faire un nouveau. Et alhamdoulilah, c'est un nouveau qui a des chiffres nettement améliorés. Très bien. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux projets sur lesquels vous travaillez? Alors, aujourd'hui, c'est la continuité de la même stratégie de croissance sur laquelle nous avons été, on va dire, fondés. Même en termes de dispositions humaines, en termes de dispositifs de travail, nous avons une équipe de prospection, une équipe de développement, une équipe de property management et une équipe de commercialisation qui sont en interne dans la foncière. Et ces services-là, bien entendu, sont basés sur le fait que nous sommes une entreprise en pleine croissance. Comme je pense on l'a dit au début et à notre introduction, l'introduction en bourse pour nous n'était pas un objectif de maturité, c'était un moyen de financer de la croissance. Maintenant, si on regarde les 3 types de projets ou de développement qu'on fait pour de la croissance, il y a le type 1 qui est du sale and leaseback sur des actifs opérationnels. Il y a un type 2 qui est de l'acquisition de foncier mature en vue de son développement immédiat. Et le type 3 qui est
du développement sur soit des extensions existantes, soit du foncier existant sur le bilan que nous développons de manière progressive. Et donc voilà un peu, les trois typologies sont actives aujourd'hui dans notre pipeline. Nous ne nous arrêtons sur rien, même en termes de secteur, je pense, peut-être qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais en termes de diversification sur la santé, là aussi, on est vraiment sur des développements type 2, où c'est de la croissance immédiate en termes de développement et du build to suit pour l'acteur de santé avec lequel on a structuré le partenariat. Alors, trois types d'activités. On connaît un contexte un peu inflationniste aujourd'hui sur les matières premières dans le BTP. De quelle manière votre activité, à vous, est impactée par cette inflation? Très bonne question parce que nous surveillons de très très près ce qui se passe sur les matières premières. Et cette période, on va dire, d'inflation des coûts de construction, c'est des choses que nous avons en tant qu'équipe, peut-être pas en tant qu'entreprise, mais même en tant qu'entreprise, on va dire qu'on a vécu par le passé. Donc on sait comment peuvent se comporter les coûts de construction pendant une période de hyperinflation qui peut rapidement s'installer. Donc nous avons stressé nos business plans sur ça, mais je reviens un peu au type 1, type 2, type 3. Bien sûr, cet élément d'inflation n'est pas d'actualité pour le type 1. Le type 1, c'est du sale and leaseback sur des actifs opérationnels. Un petit rappel, les sale and leaseback, quand on voit la tendance mondiale, c'est que les sale and leaseback sur des actifs opérationnels ne décélèrent pas et plutôt s'accélèrent en période de crise parce que c'est un moyen de financement supplémentaire pour les entreprises. Donc quand on a une période de crise, généralement, on voit que le sale and leaseback s'active parce que les entreprises se financent de cette manière. Donc ça, c'est le type 1. Le type 2, il faut bien le stresser par rapport à l'élasticité et la capacité du locataire à payer un loyer supplémentaire pour compenser pour, on va dire, la tendance d'inflation sur les coûts de construction. Donc là, on surveille de très près les business plans. Mais ce qui risque d'arriver pour nous, c'est que en termes d'allocation entre type 2 et type 3, dans une période de hyperinflation, qu'on revienne au type 3 et qu'il y ait plus de la consommation et du développement sur du foncier existant que nous portons déjà sur le bilan. Donc pour vous donner une idée, le foncier constitue au Maroc à peu près 30 jusqu'à 50% du développement global ou bien du coût d'investissement global. Ce qui fait qu'un rendement de 8% ou de 9% sur une opération de développement est équivalent à un rendement entre 15 et même 18% sur un développement où le foncier est déjà chez nous. Quand on est en période d'inflation, et la dégradation se fait entre le 18% qui devient du 15% ou bien qui devient du 13%, ça nous permet quand même de générer de la croissance FFO, de la croissance résultat, tout en contrôlant un peu cet aspect de croissance. Donc, c'est pour ça que ce qui risque de se passer, et je m'excuse pour la longue réponse, mais ce qui risque de se passer, c'est juste une reallocation. On va juste, bien entendu, bien surveiller où est-ce qu'on investit aujourd'hui. Est-ce que c'est type 2 ou type 3 et faire le choix de manière très pointue. Ok, donc si j'ai bien compris, pour restituer votre message clairement, en tout cas pour moi, c'est que vous allez plus aller sur une activité où le foncier existe déjà, où l'impact de l'inflation serait beaucoup plus faible que si vous deviez acheter du foncier tout de suite. À périmètre ou bien à ISO, autre élément, oui. Mais je pense que vous avez, juste sur les 2 dernières années, peut-être vous nous avez observé aussi sur ça, quand nous agissons souvent de manière très opportuniste. Quand il y a une opportunité qui se présente sur le marché, surtout sur le type court de développement, 12 à 18 mois, les petites galeries commerciales comme on a fait à Tmara, comme on a fait à Agadir, comme on a fait à Darboisa, parfois, même dans une période d'inflation, parce que la durée est maîtrisée, les coûts sont maîtrisés et on va dire les contrats autour d'un projet pareil sont maîtrisés, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire que même pendant une période d'inflation, on va regarder des opérations pareilles parce qu'on les maîtrise et parce qu'on connaît leur durée. Mais des gros développements peut-être, c'est plus des choses qui sont sur notre bilan et préparées à l'avance. Très bien. Alors, sur cette année 2022, le contexte, on en a parlé, il y a de l'inflation, il y a cette guerre en Ukraine, il y a la sécheresse qui touche le royaume et plein d'autres facteurs. À la pandémie, on n'en est pas vraiment sorti. Tout cela impacte le pouvoir d'achat d'une manière directe ou indirecte, le pouvoir d'achat du Marocain. Alors, dans ce contexte-là, comment vous voyez cette année 2022 pour Araday Capital? Est-ce que la croissance restera aussi vigoureuse qu'on l'a vu en 2021, par exemple? Bonne question. Je vais me permettre de répondre
de deux aspects différents ou bien de deux angles différents. Premier angle, c'est de voir déjà la composition du loyer ou bien du revenu d'Araday Capital entre ce qui est revenu, on va dire, provenant de la distribution alimentaire ou bien de la belle vie et revenus qui proviennent d'autres acteurs, que ce soit l'industriel ou bien dorénavant une partie de la santé. Et on va dire une deuxième moitié du revenu qui est le revenu qui provient du locataire, partenaire, petit à moyen superficie. Et là, on parle de 250 partenaires qui sont, on va dire, granulaires et sur des locaux, on va dire, plus liquides et un peu éclatés aussi dans le royaume. Quand on voit l'historique, on voit qu'il y a eu une résilience sur cette partie-là, parce que qui dit impact sur pouvoir d'achat, c'est quand même un impact indirect et pas direct sur le loyer. Pour vous l'illustrer, nos partenaires, quand ils ont des périodes d'euphorie et qu'ils ont le double du chiffre d'affaires, ils ne payent pas le double du loyer. Le loyer, il est fixe. Et de la même manière que quand il y a des périodes de crise, ce ne sont pas forcément des impacts directs sur le loyer. Le loyer n'est pas corrélé directement au revenu et donc n'est pas corrélé directement au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est, on va dire, le deuxième angle qui est cet aspect indirect. D'abord, l'exposition et deuxièmement, l'aspect indirect. Je pense que l'année 2020 et 2021 n'ont pas été des années faciles sur le pouvoir d'achat de toutes les façons au Maroc. Je pense que le stress a démarré et je pense que notre business model a maintenant présenté des atouts et a pu convaincre le marché que voilà, nous ne subissons pas le stress du pouvoir d'achat de la même manière que peut-être d'autres business models. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre positionnement est plus une valeur refuge qu'autre chose. Mais de la même manière, je le dis, c'est qu'en période d'euphorie, on ne va peut-être pas connaître la croissance de la même manière que les autres acteurs du marché vont connaître la croissance. C'est le business model, ce n'est pas Araday Capital. Nous, juste, on s'inscrit dans ce business model-là qui est plus une valeur refuge pendant les périodes de crise. Très bien, donc un modèle résilient, peut-être défensif et un peu contre-cyclique, et donc pas forcément impacté à ces sursauts sur le plan macroéconomique. Et ça m'amène à une autre question, celle de la relation de Araday Capital avec ses actionnaires minoritaires. Le comportement de l'action en bourse, on l'a dit en introduction, l'action est relativement jeune à la bourse de Casablanca, après 2 années d'existence. On a vu cette année, et d'abord je voudrais rebondir sur l'actualité, un dividende un peu surprise, en tout cas un taux de distribution intéressant pour les actionnaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre stratégie en termes de distribution de dividendes? Je pense que vous faites référence au dividende par action qui peut être élevé et qui reflète la bonne performance des actifs. Cela dit, le taux de distribution lui-même ne devrait pas être une grande surprise pour le marché. Parce que sur les 2 dernières années, de toute façon, nous étions sur du 97 et 100%, et donc être à 95%, c'est à peu près les mêmes niveaux. Et pour nous, c'est un niveau qui devrait être durable dans le temps. De toutes les façons, contrairement, et ça c'est un point très important, parce que comme c'est un nouveau secteur, on a parfois tendance à le comparer. Contrairement à d'autres secteurs où le niveau de distribution de dividendes peut avoir une connotation de perspective de marché dans le futur et de réinvestissement versus distribution, ce n'est pas le cas pour les foncières. Les foncières, par nature, sont des véhicules qui distribuent le dividende opérationnel et qui financent la croissance à travers des nouvelles souscriptions ou bien à travers de la dette. Et donc, il y a une vraie dichotomie d'actions et ce n'est pas une question de signaling ou bien de signal au marché sur les perspectives ou autres. Ce n'est pas parce que vous distribuez plus que vous n'avez pas d'investissement à faire. Absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose d'important parce que très souvent, quand on voit des entreprises qui distribuent à 95%, on dit parce qu'ils n'ont pas quoi faire avec l'argent. Ce n'est pas le cas des foncières. Donc, la foncière, déjà, par les statuts qu'elle a une marge de distribution qui est entre 85 et 95%. Nous avons un marché
marocain qui est très demandeur des dividendes, et ça on le perçoit à travers tous les appels avec les analystes de marché et avec on va dire les partenaires. Donc on sait que comme il y a cette préférence Oui. et comme nous n'avons pas de besoin en cash, notre LTV est assez faible, donc notre taux d'endettement est faible. Nous avons toujours la capacité d'endettement pour saisir les opportunités et faire de la croissance. Il est tout à fait normal qu'on soit plutôt vers les 95 et 100% plutôt que les 85. Mais vous savez, la différence entre 85 et 95, elle n'est pas énorme, elle n'est pas aussi énorme que ça. Notre marge de manœuvre est très limitée. Très bien. Et ça m'amène à ma toute dernière question. En cette période-là où le marché boursier a connu quelques difficultés normales avec ce qui se passe sur le contexte macroéconomique, votre action a résisté et se trouve actuellement sur des plus hauts historiques. Vous êtes en croissance depuis le début de l'année. Et j'ai l'habitude de vous poser cette question-là, de me commenter le comportement du cours de bourse de Araday Capital. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire du fait que vous êtes un peu décorrélé de la tendance globale du marché actuellement? Nous en sommes ravis, mais si je peux me permettre, nous sommes encore plus ravis des niveaux de volume que juste les niveaux de prix. Nous sommes un jeune acteur sur la place, nous sommes tout nouveaux, donc pour moi, l'enjeu principal était l'attractivité de la valeur et la capacité à générer, on va dire, un flux de nouveaux investisseurs entrants et sortants et donc de l'activité autour de l'action. Je pense que de ce point de vue-là, compte tenu aussi des diligences qui ont été menées, compte tenu de l'engouement et des analyses de marché qu'on reçoit et les questions qu'on reçoit, Oui. franchement, en tant que management, nous sommes ravis parce que nous avons été très bien accueillis avec de la bonne analyse, avec du bon questionnement. Ce qui me laisse penser que derrière, il y a un peu de travail qui anime, on va dire, cet engouement, cette liquidité et ce niveau de transaction. Maintenant, sur le prix, je pense que petit à petit, nous allons confirmer notre positionnement refuge ou bien notre positionnement defensive, comme je pense que vous l'avez cité tout à l'heure. Et avec ça, la typologie de véhicules qui vont acheter notre action vont aussi pouvoir bien la mettre dans leur portefeuille là où ils veulent avoir des hedges particuliers ou bien des compléments particuliers sur quelque chose qui a peut-être un comportement un peu différent de celui du marché. Je pense que ça va être notre positioning ou bien comment on va se positionner sur le marché. Merci beaucoup, Naoufel Benfa. Je rappelle que vous êtes PDG de Araday Capital. Merci à vous.